Voilà de très belles chansons qui nous rappellent de journées inoubliables historiques de l'Égypte. Je vous rappelle de l'introduction de cette émission. On a parlé de la célébration de cette journée du 25 avril 1982 qui est marquée dans toute l'Égypte ou bien dans les esprits de tout Égyptien, dans les âmes de tous les Égyptiens. Israël a occupé les territoires égyptiens du Sinaï en 1967. En 1973, on a pu franchir ou bien passer le canal de Suez et récupérer une partie du Sinaï. Et puis, après la paix entre l'Égypte et Israël en 1979, on a pu récupérer tout le Sinaï en 1982, à part une toute petite île, Taba, qui a été récupérée après une négociation entre les deux parties pour parler de cette journée et de cette guerre qui nous a permis la récupération de ce territoire. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio monsieur le général, Dr Talat Mustafa. Vous êtes professeur de stratégie et de la sécurité nationale à l'Académie de Nasser, l'Académie militaire de Nasser. Bonjour. Vous êtes le bienvenu, monsieur le général Dr Talat Moussa. A priori, je vous souhaite une très bonne année, une bonne fête. Et nous voulons savoir quels sont votre souvenirs en ce qui concerne cette époque. Et vous avez participé à la victoire du 6 octobre. Et nos félicitations à vous et à tous les combattants et aussi à tous les martyrs qui ont tombé dans cette guerre ou bien récemment, et ceux qui défendent l'Égypte au Sinaï. Parlez-nous de vos souvenirs. En premier lieu, je vous félicite à vous et M. Ashraf et tous ceux qui travaillent et tout le peuple égyptien pour cet anniversaire historique que nous célébrons aujourd'hui, le 25 1982. C'est lorsque nous avons récupéré notre sol du Sinaï. Le Sinaï est un territoire qui est très chéri pour nous tous, qui va de 20 000 kilomètres carrés. Israël l'a occupé en 1956 et ensuite en 1967, 2 fois. Et nous avons perdu pour récupérer cette terre 100 000 martyrs pour préserver le sol du Sinaï, tout à travers de l'histoire et les époques. Depuis 1967, lorsque Israël a occupé le Sinaï, nous avons passé par une guerre de 7 ans, depuis 1967 jusqu'à 1973. La guerre d'octobre 1973 que nous avons déjà fait la victoire, nous avons récupéré une partie du Sinaï. La rive orientale du canal de 15 à 20 km selon les capacités de l'armée. Nous avons déjà libéré cette partie à travers des efforts militaires et on a continué la récupération du Sinaï de 1973 et jusqu'au 25 avril 1982 avec des efforts politiques. Et à l'apogée de ces efforts, c'était le traité de paix 1979. Ce traité de paix qui stipule que toutes les forces israéliennes doivent céder les forces en 1982, le sol. Et en 1982, lorsque nous avons récupéré les dernières parties, Israël a fait beaucoup d'obstacles et a dit que Taba fait partie d'Israël et n'a pas cédé. Alors, l'ancien président Mohamed Hosni Moubarak a célébré le 25 avril 1982 de la récupération du Sinaï. Et en ce qui concerne Taba, qui a été un point de discorde, on va avoir recours au traité du paix qui stipule que lorsqu'il y a un point de discorde entre les deux parties, on doit faire des négociations ou bien une entente
une partie tierce qui vient pour avoir une opinion, mais son opinion n'est pas très forte pour les deux. Mais si on n'accède pas à une solution, c'est bien sûr la gouvernance internationale. Nous avons eu recours à la gouvernance internationale depuis 1982. Alors, lorsqu'on célèbre le 25 avril, c'est sauf le tabac. En ce qui concerne la partie de tabac qui avait beaucoup d'attention pour que l'Égypte essaye de faire d'avoir beaucoup de comités ont été formés devant la Cour internationale pour la gouvernance internationale qui a duré pour 6 ans jusqu'à ce qu'on a eu le verdict pour que le tabac soit une partie intégrante de l'Égypte. Mais le drapeau, selon les efforts d'administration, le mars 1989, le drapeau a été dressé sur le tabac. Alors, c'est pour cela qu'on célèbre le 19 mars la récupération du tabac et le 25 avril, c'est la récupération du Sinaï qui nous fait des souvenirs que l'Égypte ne céderait à aucun pouce ou bien une petite graine de sable de son territoire, et c'est toujours la réalisation des objectifs à travers les façons méthodiques que l'Égypte a eu recours et à travers les méthodes pacifiques. Et s'il y avait il n'y avait pas d'issue pour une solution pacifique, alors on a eu recours aux forces militaires. Et si l'État ne voit pas qu'elle doit continuer les forces militaires, alors elle a recours aux méthodes diplomatiques. Alors, c'est l'objectif, l'exemple, c'était le 6 octobre 1973, la guerre. On a eu recours à la guerre pour récupérer notre droit égyptien et arabe lorsque les efforts diplomatiques ont été dans l'ornière et lorsque Kissinger a dit à Sadat, vous avez déployé tous les efforts que vous pouvez, d'efforts diplomatiques et pacifiques, et on ne vous demande rien outre cela. C'est à ce point que Sadat a reconnu que nous avons un dilemme. Alors, il a eu recours aux méthodes militaires. Il a regroupé ses forces militaires et a dit que nous allons faire la guerre avec tout ce que nous possédons parce que l'issue diplomatique a terminé. Et c'est ça le génie du Sadat, comment il a eu l'audace de prendre cet ordre de faire la guerre. C'est le génie de prendre la décision, et nous avons réalisé une guerre incomparable en 1973 et qui fait l'objet de plusieurs études aux Amériques et au Pakistan et en France. C'est ce fossé qui se base sur la volonté du peuple égyptien et qui était la surprise du 6 octobre 1973. On va parler sur votre rôle dans la guerre d'octobre, mais on va présenter un rapport sur la récupération du Sinaï et on va retourner. Reprenait possession de la péninsule du Sinaï en hissant son drapeau sur le sol du Sinaï. Ce jour marquait le départ définitif de l'occupation israélienne du Sinaï qu'elle occupait depuis la guerre de 1967. Les accords de Camp David en 1978, puis les accords de paix signés en mars 1979 permirent à l'Égypte de retrouver sa souveraineté sur le Sinaï, finalisé en 1982 avec le retour de notre terre jadis occupée. Shamsunani nous donne les détails. Avril 1982, l'Égypte reprenait possession de la péninsule du Sinaï.
en hissant son drapeau à Rafah. Ce jour marquait le départ définitif de l'armée de l'occupation israélienne du Sinaï, qu'elle occupait depuis la guerre de 1967. Les accords de Camp David en 1978, puis les accords de paix signés en mars 1979, permirent à l'Égypte de se retrouver sa souveraineté sur les Sinaï, finalisée en 1989 avec le retour de Taba. La frontière orientale de la péninsule fut tirée en ligne droite entre Rafah sur la Méditerranée et Taba sur la mer Rouge. Cette ligne est aujourd'hui la frontière de la Palestine occupée. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, des conflits ont opposé l'Égypte et Israël pour le contrôle de la région. Depuis la guerre de 1948, le Sinaï a été le théâtre de combats opposant les armées israéliennes et égyptiennes. En 1956, l'armée de l'occupation israélienne envahit en quelques jours la péninsule avec les soutiens français et britanniques pour mettre un terme au blocus égyptien sur le port d'Eilat sur la mer Rouge et répondre à la nationalisation par Nasser du canal de Suez. Les pressions américaines et soviétiques obligèrent les Israéliens à se retirer et l'ONU déploya des forces pour démilitariser la péninsule. En 1967, l'Égypte ordonna le retrait des forces onusiennes, reprit son blocus du Détroit et opéra militairement dans le Sinaï. L'offensive israélienne de l'occupation défie en déjour l'armée égyptienne et choisit de garder le contrôle, voire l'occupation de la péninsule. En 1973, au cours de l'attaque surprise et la victoire du 6 octobre, les Égyptiens forcèrent la ligne Bar-Liev, supposée imprenable, qui avait été construite le long de la frontière entre le Sinaï et l'Égypte. Le 25 avril 1982, le drapeau égyptien a été dressé sur la péninsule du Sinaï, après le départ du dernier soldat sioniste occupant la terre égyptienne. Cette scène clôturait une série de luttes et de combats victorieux pendant laquelle la politique et la guerre ont marqué une victoire égyptienne retentissante. La défaite de 1967 a donc suscité dans l'esprit égyptien un défi qui gagnait la force avec le temps. Les préparations n'ont pas pris de repos. Pendant 6 années, les champions égyptiens ont eu des entraînements assidus. Et avec le 6 octobre 1973, la grande victoire égyptienne s'est soldée par la libération d'une grande partie du sol égyptien et a frayé la voie aux négociations pour récupérer le reste. La grande victoire a eu un succès sur le volet intérieur tout comme sur la scène internationale. Le fait de traverser la barrière dite invincible de Bar-Liev a ému le monde en entier, bouleversant les stratégies militaires et menaçant toutes les défenses. En 1979, le Sinaï fut échangé contre un traité de paix. Le retrait israélien de la péninsule entraîna la destruction de colonies de peuplement, tout comme le nord-ouest. Depuis, la frontière du Sinaï est paisible, à l'exception de trafic. La ville de Sharm el-Sheikh est désormais la vitrine moderne de l'Égypte qui organise régulièrement des sommets internationaux. Cette ville fut prise pour cible des touristes qui voient dans cette ville des coraux invincibles et des paysages pittoresques. حضرتك مرة تانية سيد الدكتور اللواء طلعت موسى
لو كنا كلنا بنعرف التاريخ أو بنحاول l'histoire dans ses souvenirs, mais on doit faire des témoignages personnels de toutes les personnes qui ont déjà assisté à ces victoires et ces défis, et aussi pour relater à nos enfants et de découvrir ces victoires. Ashraf a demandé quel est votre rôle. Vous étiez le chef d'un bataillon d'infanterie. Veuillez nous donner des détails sur cette phase. Quels sont les traits caractéristiques que vous vous souvenez? Dans la guerre du 6 octobre, et notamment le 6 octobre, le 7 octobre, le matin, le 6 octobre, nous avons déjà commencé à 14 heures, et le lendemain, à 7 heures du matin, j'ai vu 4 avions combattants et qui étincelaient dans le ciel, et j'avais dans la rive est, il y avait un bataillon d'obus. J'ai vu l'obus qui était lancé de cet bataillon et qui avait pris feu, et qui s'oriente vers le ciel pour s'approcher du combattant de l'avion qui voulait frapper l'est de la rive est. Et lorsque l'obus s'approchait, alors l'avion s'est explosé dans le ciel et qui s'est crashé. Et aussi tous les avions s'évadaient vers Israël. L'administration israélienne a promulgué des ordres à tous les pilotes de ne pas s'approcher de la rive du canal de Suez de 15 km. C'est la protection qui est garantie pour les avions, et je n'ai pas vu d'avion lorsque le 19 octobre, lorsqu'ils ont pu traverser vers l'ouest du canal d'après la brèche. C'était des photos de télévision lorsque le général britannique Andrew Hoover, qui a dit à la suite de la guerre et a visité la rive orientale et a découvert toutes les positions. Il a dit que c'était un combat de télévision, et toutes les forces qui ont traversé étaient bien sûr étaient jugées à mort, parce qu'Israël ne peut pas avoir un centimètre et abdiquer à ce centimètre selon ses propres situations. Et pourquoi ils ont cédé la rive occidentale, si ce n'était pas une position qui n'est pas du tout valable à Israël et qui ne peut pas faire un avantage. Ils se sont rétrocédés parce que c'était un plan Chamel pour les déchirer dans cette brèche. Vous m'avez demandé en ce qui concerne mes souvenirs dans cette phase. J'étais dans la deuxième coordination de la bataillon d'infanterie. Nous avons eu des ordres dans une vallée d'Abu Taleh pour reprendre la région de Gabal el-Hot qui s'éloigne 10 km de notre position. Nous avons eu la traversée en ce qui concerne pendant la nuit pour attaquer les forces ennemies. Et le général Avram Sharon se trouvait dans Gabal el-Hot. Nous avons accédé à ce point à 7 heures du matin, et c'était la brume qui prévalait, et on a eu un peu de retard pour que la brume s'éclaircisse, et nous avons pu faire une vue. Et nous avons eu la surprise qu'il y avait beaucoup de lancements d'obus et d'artillerie depuis plusieurs parties, et nous étions dans les profondeurs de la brume.
dans le milieu de la force ennemie israélienne et où était le quartier général de Ariel Sharon. Nous avons déjà occupé une colline et nous avons fait une autre attaque après la brume et nous avons occupé la colline du quartier général et il s'est évadé vers l'est et le nord-ouest. Et il a laissé le quartier général qui était un organisme très grand et avait beaucoup de maîtrise sur Gabal el-Hot. Nous avons eu des plombs qui renfermaient des objectifs israéliens. Permettez-moi, malheureusement, on va sortir avec un autre rapport, mais un simple détail. Lorsqu'on dit il s'est évadé vers l'est, c'est à travers la bouteille du défressoir, c'est une brèche. Nous étions à l'est et ils ont, dans la région, l'a très rétrocédé. Je vous appelle à voir ce rapport sur du pétrole, du fer et du manganèse sont exploités dans le nord et dans le centre-sud de la péninsule du Sinaï. D'anciennes mines existent depuis des millénaires, on le connaît tous, sur le sol du Sinaï. La terre du topaz, comme on la nomme, le Sinaï est le trait de liaison entre l'Asie et l'Afrique et a offert le passage aux diverses civilisations du monde ancien, de la vallée du Nil, du delta de l'Euphrate et de la Grande Syrie. Tout de suite, on va vous laisser avec les détails que nous propose Shams Enemi dans ce commentaire. Le Sinaï est une péninsule égyptienne d'environ 60 000 km². Elle a la forme triangulaire et située entre la Méditerranée au nord et la mer Rouge au sud. Sa frontière terrestre longe le canal de Suez à l'ouest et la frontière égypto-palestinienne au nord-est. La limite orientale de la péninsule est marquée par une faille tectonique qui écarte année par année la mer Rouge. Du pétrole, du fer et du manganèse sont exploités dans le nord et dans le centre-sud. D'anciennes mines existent depuis des millénaires. Le Sinaï est situé entre trois surfaces maritimes. La Méditerranée au nord avec 120 km, le canal de Suez 160 km à l'ouest et au sud-ouest et le golfe de Suez de 140 km. Aussi le golfe de Aqaba 150 km au sud-est et à l'est. Le Sinaï est le trait de liaison entre l'Asie et l'Afrique et a offert le passage aux diverses civilisations du monde ancien, de la vallée du Nil, du delta des deux rivières de Degla et Al-Furat et de la Grande Syrie. Le Sinaï jouit d'une nature magique et d'une topographie variée, des montagnes et des plaines, des vallées de belles plages, d'une mer et des eaux limpides et transparentes, des récifs coraux et des poissons rares. Le Sinaï est à juste titre un centre mondial du tourisme par la diversité des aspects touristiques qui y sont assurés. Tourisme religieux, culturel, historique, sportif, d'agrément et thérapeutique. Le Sinaï dispose d'autre part d'une infrastructure solide et des projets touristiques qui permettent l'augmentation du nombre de touristes et qui s'adaptent aux divers goûts et revenus. En effet, le Sinaï est un trésor précieux dont une partie seulement a été découverte et a ébloui le monde et s'est transformé en cible à des milliers de touristes des quatre coins du monde. Toutefois, la grande partie non encore découverte de ce trésor est prévue assurer sans doute davantage le développement touristique. Le Sinaï jouit d'une position géographique et stratégique de prime importance. Une position qui constitue en fait le mot-clé et l'élément décisif de son histoire, de son président et de son avenir. Elle a assuré le passage aux religions célestes. Le Coran a parlé du Sinaï et les prophètes l'ont traversé en s'orientant vers la vallée du Nil. Le prophète Ibrahim passa par Sinaï. Le prophète Moïse a vécu et c'est du mont Moïse qu'il reçut les commandements de Dieu et la famille sainte le traversa également au cours de son itinéraire vers l'Égypte. L'importance géographique et économique du Sinaï s'est reflétée sur l'évolution historique, offrant un registre global des grands événements survenus dans la région, dans le passé lointain et le présent.
نخلف بطول السنين وشانا طول السنين لا نخلي أرض القصار لون ابتسامة البنات ونعوضك عاللي فات وتندهي تلتقيني ليل نهار حاضر يا سينا يا أرض الفيروز يا سينا يا أرض الفيروز صلحي على interview, c'était Talat Moussa. Talat Moussa, je vous rappelle les gens que vous êtes un conseiller à l'Académie de Nasser des études supérieures. Nous savons très bien qu'Israël, avant la guerre du 6 octobre, avait beaucoup accaparé la rive orientale jusqu'à Canal du Suez, que malgré que vous avez déjà dit qu'il y avait beaucoup de défenses qui sont en train d'être construites sur la rive ouest. Comment est-ce que vous avez pu faire cela malgré les frappes israéliennes qui essayaient de bombarder toute tentative? Nous savons très bien que la rive orientale a été occupée par Israël et la rive occidentale, nos forces étaient dans cette partie. Et avant 67, nous n'avons pas de position à l'ouest. Alors nous avons fait creuser des positions pour le plan de défense. Et parmi ce plan, nous avons fait des bataillons ou bien une muraille d'obus qui a été nommé le fourré d'obus. C'était un front sous l'occupation et la maîtrise de l'ennemi dans le ciel, parce que nos forces étaient en plein développement. À chaque 5 km de Port Saïd à Suez, 162 km, chaque 5 km, vous trouverez un bataillon d'obus. Et il y avait une troisième bataillon. C'est pour cela qu'on a nommé cela le muraille d'obus qui a été érigé à travers le sang des Égyptiens. Nous avons perdu beaucoup de martyrs parce que nous étions en train de creuser et le lendemain, ça a été frappé par l'ennemi et les martyrs qui ont succombé étaient un très grand nombre. Et ils participaient des ingénieurs participaient au creusement. Et moi, je suis un soldat ou bien un officier d'infanterie, mais nous participions. Et même des civils ont été en train de participer à cela. Et dans une journée, je me rappelle, à une profondeur de 50 mètres, lorsque nous érigeons le bataillon d'obus et le ciment était en train d'être érigé, et 100 personnes ont été en train d'encaisser leur argent et un avion a lancé un obus sur 100 personnes dans cette position et ils étaient en pièces et des corps ont tombé sur le ciment. Je me rappelle bien de ces photos et lorsque il y avait des personnes qui ont été déchirées et déchiquetées. C'était vraiment pénible pour tout le monde. Mais au moins, on doit savoir comment on a perdu de personnes. Si on dit que ça a été érigé par le sang des martyrs et le sable du Sinaï et nos terres dans l'ouest du canal, c'est une réalité. Lorsque vous voyez, et permettez-moi de voir 100 personnes qui étaient ici et leur sang qui était mélangé avec le ciment et vous voyez des parties déchiquetées sur le ciment, c'était érigé vraiment avec le sang et lorsque vous dites maintenant, ils disent qu'il a cédé une partie du Sinaï, qui peut dire cela? En ce qui concerne ces jours-ci, vous êtes professeur de stratégie et de sécurité nationale. Le président a dit hier que la guerre contre le terrorisme a déjà fait ses fruits et le terrorisme s'est rétrogradé
sur le nord du Sinaï, puisque le sud est un peu en sécurité. Comment voyez-vous ces efforts lorsque nous avons accédé, à quel point on a accédé? La guerre contre le terrorisme, c'est très dangereux parce que le terrorisme n'a pas de place ni de location, ni de principe. Parce que le terrorisme est un corps gélatineux et c'est plus dangereux des combats organisés en 1973. L'ennemi avait des positions et des armements et des tactiques et tous les approvisionnements étaient très clairs. Mais le terrorisme est bien sûr liquidé. Il ne peut pas être vu parmi les montagnes et l'agriculture et les champs. C'est là où réside l'aspect dangereux du terrorisme. Les combats ou bien les forces qui doivent mettre la loi au Sinaï, dont l'opération du droit du martyr a déjà réalisé beaucoup d'efforts et beaucoup de points victorieux. Il y a des effectifs de tous les membres de l'armée, avec une sorte de participation avec la police et aussi les citoyens honnêtes dans une sorte d'organisme pour lutter contre le terrorisme et ont déjà réalisé beaucoup d'objectifs. En même temps que les membres terroristes essayent de chanter cela, l'armée égyptienne fait preuve de respect aux droits de l'homme. Je vous remercie infiniment, monsieur le général. Malheureusement, le temps est passé. Vous êtes le général Talat Moussa, professeur de stratégie et de sécurité militaire à l'Académie de Nasser. Je vous remercie et bonne fête. Bonne fête. Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Bonne journée à toutes et à tous. On poursuit avec vous nos reportages, nos informations jusqu'à 13h. Bonjour.